Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'année 2023. Alors, bonne année à tout le monde et la seule chose, c'est qu'on se souhaite beaucoup de santé. Après une absence de 10 ans, il revient comme député du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, mais à titre de député de la CAQ. Lui qui avait représenté ce comté pour le Parti libéral pendant 2 mandats. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le député de la CAQ dans le comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Daniel, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Bonne année à toi, puis bonne année à nos auditrices puis nos auditeurs. Également à vous. Content de te revoir. Et c'est réciproque. Le temps passe vite. Oui. Parce que je me remémorais, vous avez été ici, assis à cette table-là, comme député libéral. Vous m'avez emmené d'ailleurs de gros noms, Monique Jérôme Forget, entre autres, qui était à ce moment-là vice-première ministre et présidente du Conseil du Trésor, si ma mémoire est fidèle. Puis vous m'avez emmené M. Bachin, en tout cas, vous m'avez emmené de gros noms en politique, et je vous en remercierai jamais assez. Vous avez été ici, vous avez toujours accepté mes invitations. Après ça, on a laissé passer un petit bout de temps. Je vous ai reçu à plusieurs occasions comme analyste politique. Ce fut toujours vos phrases et vous étiez toujours à la fine pointe de l'actualité. Ça, je vous en remercie beaucoup. Les gens ont beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, on se revoit dans un rôle similaire à il y a 10 ans passés et plus, comme député, mais de la CAQ. D'abord, je vous félicite de votre élection du 2 octobre dernier. Est-ce que, M. Bernard, cette dernière campagne-là, comment elle a été? Est-ce qu'on peut appeler ça? Ce fut une campagne propre? Oui et non. Oui et non, puis on l'a vu, autant des collègues là, avec qui j'ai discuté, maintenant avec les médias sociaux, ça change beaucoup de choses. Et moi, avec les collègues, je vous dirais, les candidats du Parti québécois conservateur et libéral, on a eu des bonnes relations. Mais du côté de Québec solidaire, sur les médias sociaux, les opposants, ça a été difficile. J'ai eu de l'harcèlement, j'ai eu de l'intimidation, ma conjointe aussi. Ça a été jusque-là? Oui, carrément. Donc, ça a changé beaucoup. Mais en parlant avec des collègues qui étaient en campagne électorale, je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles, puis de l'harcèlement. Et tellement maintenant que je parlais aussi à des gens, au niveau fédéral, c'est la même chose. Maintenant, les députés au niveau fédéral, ils ont des caméras de sécurité à leur résidence personnelle, à leur résidence à Ottawa. Ils ont un bouton alerte qui contacte la Sûreté du Québec à n'importe quel endroit qui sont. La politique est rendue comme ça et c'est très, très, très dommage. C'est très dommage. Même nous, maintenant, à Québec, on évalue la possibilité d'avoir encore, nous aussi, un bouton panique au cas qu'on se fasse harceler dans les milieux publics et autres, puis pouvoir alerter la Sûreté du Québec. C'est là que c'est rendu. C'est vraiment dommage à cet égard-là. Puis même maintenant, moi, suite à la campagne et autres, je suis très prudent. Quand je vois des gens et autres que je sais qui sont pas nécessairement de la même allégeance que moi, je prends des distances pour voir l'approche. Et c'est dommage que ça soit rendu comme ça. Là, je suis surpris, oui et non. Parce que je vous crois très bien ce que vous me dites, mais quand c'est rendu qu'une personne se présente en politique pour pouvoir changer les choses à la place de blablabla, qu'on s'en aille avec un micro ou qu'on s'en aille avec une plume, aller essayer de changer les choses, c'est peut-être pas l'endroit idéal. Sauf que lorsqu'on fait un pas en politique, là, on est dans le milieu où vraiment on peut apporter de nouvelles choses. Alors, on s'en va en politique dans le but de vraiment vouloir changer les choses, rendre nos citoyens plus confortables, plus heureux.
Puis là, on est obligé de se dire, ouais, là, je suis rendu là, mais réellement, est-ce que je suis à la bonne place? Parce que là, je peux me faire attaquer parce que moi, mes convictions sont de tel parti, puis l'autre, ses convictions sont de l'autre parti. Il va-tu venir m'attaquer? On est rendu là, à faire attention. Ouais. Je trouve ça aberrant, je trouve ça n'a pas de sens. Non, mais il y a quand même une chose qu'il faut garder en perspective. C'est pas relié à des partis politiques et autres, c'est relié à des individus. À des individus. À des individus qui ne font plus la part des choses. Puis hier, je parlais avec quelqu'un qui était du Parti québécois, puis on parlait de convictions et autres, puis on disait, c'est important pour la survie d'un parti politique que les gens aient des convictions. Ben oui, c'est sûr. C'est l'essence même d'un parti politique. Mais, en arrière de ça, faut pas perdre le respect des individus entre eux. OK? Puis, je dis tout le temps, puis je disais à la personne hier, on grandit chacun personnellement en pouvant échanger avec des gens, même si tu n'as pas les mêmes convictions. Et c'est là que c'est important et j'espère que ça va se replacer, ça. Puis, quand j'avais terminé dans mon mandat précédent, en 2012, il y avait beaucoup c'était très acrimonieux des fois à l'Assemblée nationale. OK? Ça avait changé là, énormément dans ces années-là. Les gens s'attaquaient personnellement. Ils attaquaient les conjointes au Salon Bleu, les proches des militants de parti, puis je trouvais ça déplorable. Puis l'autre jour, quand je suis retourné, là, on a fait une petite session de 2 semaines, j'étais content de voir la collégialité des gens. Ça m'a rassuré, ça, avec l'image que j'avais eue quand j'avais quitté en 2012. Puis là, en revoyant les gens revenaient de la campagne électorale, tout parti confondu, les gens sont allés se voir, se saluer, se donner la main. Là. Fait que ça, j'ai dit, je pense qu'au moins au Salon Bleu, parce qu'il faut donner l'exemple au Salon Bleu. Oui. Il faut revenir avec cette collégialité-là et ça m'a rassuré. Maintenant, comme on sait, en région, on a des dossiers sensibles, particulièrement à Rouyn-Noranda, qui a un dossier majeur qui est là, qui a créé des divisions qui sont là en ville à Rouyn-Noranda et j'espère que quand ça va se tasser, qu'on va revenir parce que c'est dommage, là, il y a des enjeux comme ça qui ont été politisés puis les gens ne font plus la part des choses. J'espère que ça va se rétablir. Bien, il faut absolument, parce que, tu sais, c'est beau. Nous autres, on a une démocratie. On est chanceux. Bon, alors, quand on regarde dans le monde entier, qui a encore le privilège d'aller choisir son gouvernement? Exact. Mais nous autres, on l'a encore. Oui. Puis, on est chanceux de l'avoir, alors profitons-en, s'il vous plaît. Définitivement, puis il faut la protéger, notre démocratie. Et il faut la protéger, exactement. Fait que, on espère que tout ça va se tasser, puis on vous souhaite un très bon et un excellent mandat. Merci Monsieur beaucoup. Bernard. Quels sont ou quels seront vos grands dossiers ou priorités au cours de ce mandat? Parce que là, on peut, sans l'ombre d'un doute, parler d'un mandat solide de 4 ans. Parce que quand on siège avec 90 députés, c'est pas demain que le gouvernement va être renversé. Alors, c'est quoi, là, pour Rouyn-Noranda, Témiscamingue? C'est sûr que vous allez parler de Glencore qui va occuper toute la place et avec raison, parce que c'est un dossier majeur qui doit se régler obligatoirement. Définitivement. Puis là, on a quelqu'un dans le comté qui est au gouvernement. Je ne dis pas que Mme Lessard-Terrien n'a pas fait son travail. Là. Il faut faire attention là, comment mes mots vont être interprétés. Elle a porté ses dossiers, elle a fait son travail. Maintenant, elle n'est plus là, c'est M. Bernard. À part, pas à part, mais on va parler de Glencore, mais après ça, on reviendra dans une autre émission parce qu'il va y avoir des chiffres, parce que l'émission s'enregistre le 5 janvier. Alors, dans la prochaine émission, en février, on aura des chiffres frais. Exact. Là, on pourra aller plus en détail. Mais c'est sûr que ce dossier-là vous préoccupera d'ici la fin de votre mandat au prix. Ah, puis même, je vous dirais, m'avec préoccupé, comme vous allez vous rappeler, vous êtes conseiller municipal avant de refaire le saut et le dossier. J'étais déjà dedans à ce moment-là et ça a fait partie de ma réflexion de mon retour en politique.
définitivement ce dossier-là, pour Rouen. Puis, quand vous disiez les dossiers, les enjeux au niveau ici de la région, c'est à peu près partout pareil. Puis, parce qu'on l'a vu depuis la COVID, tout ce qu'on a vécu, les impacts que la COVID a eu, premièrement, dans le réseau de la santé, on a vu avec les départs et la pression sur le personnel, la pression que cela a mis sur le réseau de la santé, c'est un des enjeux majeurs sur lesquels il faut travailler, non seulement pour moi, Rouyn-Noranda et le Témiscamingue, mais pour ici l'ensemble de la région. Les autres enjeux auxquels on fait face immédiatement au début de mandat, puis que c'était là durant la campagne électorale, on a parlé beaucoup de l'inflation, de l'impact que cela a eu sur tous les individus, autant les personnes retraitées que les entreprises, les travailleurs. Et le gouvernement a donné des aides à cet égard-là qui ont été soulignées pour aider justement les personnes à plus faible revenu. Puis on l'a vu pour le temps des fêtes et autres, c'était important. Et l'enjeu, après ça, l'autre principal, le majeur, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et puis, je le répète encore, le gouvernement va s'attaquer à ça. Mais pour travailler la pénurie de main-d'œuvre, je disais tout le temps, il faut revenir à la base, proprement dit, pour accueillir la main-d'œuvre. Ça nous prend de l'habitation, puis ça nous prend des garderies, des milieux, des services de garde pour les personnes qui vont arriver ici pour qu'ils puissent travailler. Alors, le dossier de l'habitation, au Témiscamingue, entre autres, j'ai beaucoup parlé là, puis à Rouyn-Noranda, c'est l'enjeu majeur partout. Si on ne peut pas loger les gens, ils on viendront ne peut pas les faire venir pas. ici pour travailler. Ils viendront pas. Donc, c'est le premier enjeu. On a une nouvelle ministre qui est exclusivement dédiée à l'habitation, Madame Duranceau, qui vient du milieu, entre autres, de la construction, milieu hypothécaire. Donc, j'ai bien confiance qu'on va pouvoir mettre en place des mesures. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut vraiment trouver? C'est abaisser pour chez nous, en région, entre autres. Autant pour ce qu'on appelle le logement abordable et autres, il faut abaisser les coûts de construction pour permettre d'avoir des logements abordables et relancer la construction dans l'ensemble, autant dans le résidentiel que l'individuel et autres. Puis l'enjeu va être là-dessus. Abaisser les coûts de la construction, ça pourrait se faire juste ou à peu près juste par des subventions gouvernementales. C'est certain que la modification des programmes, j'ai appris récemment, entre autres, les Caisses des Jardins sont impliquées dans un programme, je pense, qui s'appelle AAI, qui est fait pour justement faire de la construction pour des immigrants qui arrivent dans les régions. Et ils font des taux. L'autre place où on parlait d'inflation, c'est les taux d'intérêt. Donc, de pouvoir avoir des aides à cet égard-là pour pouvoir soit allonger la période d'hypothèque ou autre, travailler sur la période d'hypothèque pour pouvoir baisser les coûts des logements. Et l'autre, travailler directement sur les taux d'intérêt. C'est qu'il y a plusieurs avenues à cet égard-là qu'il va falloir que le gouvernement vraiment se penche. Il faut trouver des solutions. Sinon, dans 5 ans, on va encore se parler de cette chose. Et il y aura aussi plusieurs autres grands dossiers dans le secteur de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Oui. Vous allez... Oui, des infrastructures sportives, des infrastructures. Exactement. On est rendu... Là, on va parler d'un dossier chaud un peu. Parce que il y a une décision du premier ministre qui a fâché les Abitibiens, les Témiscamingiens. Ils ont vraiment fâché. Puis je ne suis pas certain qu'encore aujourd'hui, plusieurs sont encore très irrités de ça. Et vous me voyez venir, j'en suis persuadé, M. Bernard. On va parler de la saga du ministre régional. Moi, je ne vous donnerai pas mes impressions parce que va falloir qu'on mette des bip, 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 beaucoup dans l'émission. Et ce n'est pas à moi de le faire. Sauf que quand j'ai vu au Salon Bleu, juste avant la période de présentation des ministres, j'ai vu Mme Blais, M. Bernard, M. Dufour. Ça, on sait très bien, ceux qui suivent la politique, ceux qui étaient pour être nommés ministres n'étaient pas au Salon Bleu. Fait que je me suis dit, non, ça se peut pas. Ça veut dire qu'on n'a pas de ministre régional de la région. C'était ça. J'ai rien contre
Mathieu Lacombe, je ne le connais à peu près pas. Je sais qu'il était ministre de la Famille. Ouais. À part que ça, je ne le connais pas beaucoup. Est-ce que ce sera un bon ministre régional? L'avenir le dira, mais je veux en revenir à cette nomination-là. Moi, la première chose, j'avais dit que je ne donnerais pas mon opinion, mais la première chose, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Legault se fout de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a 3 députés qui sont là, élus 4 avec Ongava, qui lui ont donné 4 sièges de plus. Vous allez me dire, ouais, mais 4 sur 90, non, c'est pas ça, là. C'est pas ça, pantoute. 4 députés du coin, puis on n'est pas capable d'en nommer un ministre régional. Moi, j'ai dit, Monsieur Legault, vous vous foutez de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que, quand vous avez appris, vous, Monsieur Bernard, parce que le monde le pensait un peu, là, Daniel, il a été 8 ans au gouvernement, il a fait un bon travail, il connaît le rouage, ça fait pas 50 ans de ça. Quand vous avez appris qu'il n'y aurait pas de ministre de l'Abitibi-Témiscamingue qui représenterait l'Abitibi-Témiscamingue au Conseil des ministres? Ben, c'est sûr, comme tout le monde, puis comme vous l'avez dit, quand on s'est rendu compte de la situation, les 3 collègues, là, Pierre, Suzanne et moi, on a été vraiment surpris à cet égard-là. Moi, personnellement, j'ai jamais... je revenais en politique, mon rôle de député et autres. Puis quand j'ai su que Pierre l'était pas, lui, Pierre pensait que c'était moi qui allais être ministre. Puis quand on s'est parlé la veille de la nomination du Conseil des ministres, que là, qu'il a appris que je l'étais pas, le choc a été beaucoup plus difficile pour Pierre. Pour les gens, parce que lui, il était là, il s'est dit, bon, OK, je suis pas ministre, ça va être Daniel. Puis le fait qu'il n'y ait pas eu de ministre en région, tous les gens ont été vraiment bouleversés de ça. Puis il y a encore des compréhensions, et là, à cet égard-là. Il y a différentes raisons pour lesquelles le premier ministre a choisi ça, mais on verra le temps, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains mois, des prochaines années. Au moment qu'on se parle, ça fait simplement 3 mois. Un mandat est 4 ans. Moi, je pense qu'il va y avoir des changements ultérieurement. Il y a différentes raisons que le premier ministre a choisi, parité, hommes-femmes et autres. Donc, la décision y appartient, mais lui aussi, je pense qu'il a été surpris quand même de la réaction de la population. Concernant Mathieu Lacombe, qui est le ministre régional, Mathieu aussi, il faut lui donner un support de ce côté-là, parce que lui aussi, je peux vous assurer, quand il a vu la situation, lui aussi, il a été quand même sous le choc par rapport à ça, parce qu'il voyait très bien la situation dans laquelle il embarquait. Mais les 3 collègues, on s'est dit, on va donner un coup de main à Mathieu. Mathieu va nous donner un coup de main. Déjà, nous autres, on a des bonnes relations, puis il s'implique. Son personnel, pour certains dossiers, il nous a donné il nous donne des coups de main, puis ils vont être présents. Puis c'était un peu aussi le mandat qu'il y a eu de la part du premier ministre, de dire, regarde, tu deviens responsable de l'Abitibi, donne un coup de main. Alors, le travail principal, dans la base, demeurera toujours notre travail personnel à nous, les députés, c'est-à-dire moi, Suzanne et Pierre, de faire notre travail correctement auprès des autres ministres, parce que le ministre régional, on a beau dire ce qu'il voudra, il donne un coup de main, mais il ne remplacera jamais le ministre en titre d'un dossier. Par exemple, le ministre de la Santé demeure toujours Christian Dubé. Alors, si on a des dossiers de santé, la personne la plus importante avec qui il faut travailler, c'est le ministre en titre. Et c'est le même que j'ai eu du succès dans le passé, dans mes mandats précédents. C'est le ministre en titre du projet, du dossier, de l'infrastructure avec lequel il faut travailler. Le ministre, il va nous aider, le ministre régional va nous aider s'il peut sur certains dossiers au Conseil des ministres, mais le travail personnel nous appartient. Oui, ça, je suis d'accord à 100% avec vous, mais il reste un fait quand même que un ministre régional, responsable d'une région, porteur de dossiers, a beaucoup plus d'importance que
que le député. Puis j'aime pas ça dire ça, mais il faut se rendre à l'évidence. Le député va faire son travail, là. C'est sûr et certain. Il va être porteur de dossier, mais quand il va avoir l'étape à franchir pour aller vers le Conseil des ministres, là, c'est plus lui, là, qui va y aller. Dans le cas ici, ça va être Mathieu Lacombe. On a dit, Mathieu Lacombe, ben ouais, lui, il est pas loin, il est pas limitrophe parce qu'il est pas dans le comté de Pontiac, parce que Pontiac, c'est André Fortin, c'est un libéral. Il est juste de l'autre côté, Outaouais, il est là. Mais là, je précise, il était là. Mais je vais te rassurer là-dessus, Gaby. Moi, à l'époque, comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup. Quand j'ai amené l'assurance parentale à Rouyn-Noranda, j'avais travaillé avec Michel Courchaine, qui était la ministre en titre à l'époque. OK? Et même que Pierre Corbeil, il était même pas dans la loupe à cet égard-là. OK? Et où est-ce qu'il va avoir une dichotomie, ça va être plus sensible, c'est si, par exemple, quand on parle de la santé, en Outaouais, ils ont des enjeux, eux aussi, de main-d'œuvre. Nous, on en a des enjeux de main-d'œuvre. Et c'est là qu'à un moment donné, la relation où Mathieu va être un peu coincé entre l'arbre et l'écorce. Alors, c'est pour ça que je reviens toujours au départ. Le travail primaire doit être fait avec le député local et le ministre en titre des dossiers. Mais tu gardes le ministre régional dans la ligne de communication. Mais puis on va le travailler de cette manière-là, puis on va avoir du succès de cette manière-là. Je vous en conviens. Je suis confiant de ça. Dernière question là-dessus. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais le ministre va arriver avec un dossier de l'Outaouais à défendre, un dossier de l'Abitibi-Témiscamingue à défendre, dossier à peu près identique. Il faut qu'il n'emporte rien qu'un au Conseil des ministres. Regarde, et lui-même à cet égard-là, quand il arrivera un dossier de cette manière-là, il va falloir qu'il se justifie auprès des autres collègues. OK, au Conseil des ministres. Et c'est là qu'à ce moment-là, le travail important à faire, c'est nous, ici, les 3 députés locaux, régionaux, pour dire aux ministres en titre, je reprends encore l'exemple de la santé, que voici notre situation pour travailler ici est plus critique que là-bas et on a besoin d'un aide supplémentaire. Et c'est là que notre travail de contrepoids va être important. Et c'est pour ça que je peux rassurer les gens là-dessus qu'on ne sera pas pénalisé. Je le garantis, je le dis aux gens. Pierre, c'est un bon collègue. Suzanne, elle défend très, très bien ses dossiers. Puis moi, je fais la même chose. Comme là, je vous dirais, le dossier le plus important actuellement pour la région, c'est le dossier d'Amos, du centre hospitalier, puis le dossier de la salle d'opération, du bloc opératoire et autres. Et ce dossier-là, on le travaille les 3 ensemble auprès du ministre. Le ministre est auprès du ministre Dubé. Le ministre Lacombe est là, il est au courant du dossier, il va nous appuyer. Mais le travail de base, c'est avec les gens. Si on regarde dans la MRC d'Abitibi-Ouest, il y en a 2 gros dossiers aussi qui traînent en regard. Oui. Petite question, très vite. On extrapole, on s'en va en 2023. Non, on s'en va en 2024. OK? On s'en va, parce que le temps passe assez vite. On s'en va en 2024. Petit remaniement ministériel. M. Daniel Bernard est nommé ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'en 2026, il s'en vient quelque chose. 4 ans plus tard, autrement dit. Pour apaiser un petit peu tout le monde, c'est une chose qui serait possible. Je vous lance ça de même. Tous les scénarios sont possibles. Puis, mais sauf que je reviens toujours à la base d'émettre un ministre, c'est une décision très importante de la part du premier ministre. Oui, c'est certain, parce que c'est une tâche, pas une tâche au dossier. Mais en même temps, là, on a un tout nouveau Conseil des ministres. Il y a des nouveaux ministres qui sont en place, puis il faut que quelqu'un soit, entre guillemets, qui ne fasse pas le travail pour être démis de ses fonctions. Fait que, qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois ou dans 2 ans? On le verra. Je ne sais pas si je dois lancer ça.
ou que tu t'appelles Pierre Fitzgibbon. Monsieur, Monsieur Bernard, petite parenthèse. Monsieur Bernard, vous me connaissez, on se connaît bien. Adjoint gouvernemental, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, je prétends que c'est un poste de récompense qui ne dit rien. Puis c'est un petit bonbon. On va en nommer, je pense qu'il en a nommé plusieurs, par exemple, au Québec, mais il en a nommé ici, en Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi ça? C'est quoi ce poste-là? Je vous dirais exactement, l'autre type pour les gens qui nous écoutent, ça s'appelle des adjoints parlementaires. Oui, c'est ça. Okay. Ça, on sait c'est quoi exactement. Mais gouvernemental. Essentiellement, c'est la même chose, sauf que tu n'as pas la rémunération qui va avec. En gros, là, c'est ça. Comme je suis adjoint gouvernemental auprès de la ministre Maïté Blanchette-Vézina, la ministre des Ressources naturelles. OK? Elle n'a pas d'adjoint parlementaire sensu stricto. Moi, je suis là, puis je suis au niveau des forêts. Et d'ailleurs, je suis déjà impliqué avec elle sur le dossier des forêts. Puis, je suis content, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est la même chose. Autrement dit, adjoint gouvernemental, puis adjoint parlementaire, il y a une prime, puis l'autre non. Essentiellement, ça va être ça. Et le rôle de l'adjoint parlementaire va toujours aussi être tributaire de la responsabilité que le ministre va vouloir te donner et comment il va t'impliquer. Moi, j'ai été chanceux à l'époque, les postes d'adjoint parlementaire que j'avais, les ministres en titre, comme quand j'étais aux ressources naturelles, à l'agriculture et autres, ils m'ont donné des responsabilités. Je représentais même, au niveau de l'agriculture, je représentais même le ministre sur les missions, les rencontres interprovinciales avec le fédéral. Tandis que j'ai des collègues, eux, qui étaient adjoints parlementaires, puis le ministre leur donnait à peu près pas de responsabilités ou autre. Donc, c'est variable en fonction du ministre. Moi, mon rôle, je suis content, en tant qu'adjoint gouvernemental avec la ministre, les ressources naturelles sont un domaine que je connais bien, domaine. Oui. Donc, puis elle compte beaucoup sur moi, puis elle va me donner des responsabilités, c'est que je suis bien content. On est là pour la population, on est là pour aider dans notre Il reste à peine 1 minute et demie, M. Bernard, puis je voudrais vous entendre sur les 3 députés du Parti québécois, là, Bérubé, Saint-Pierre, Plamondon et Arsenault, qui ont tenu tête à la monarchie. Regardez, je suis certain qu'il y a déjà bien du monde qui s'en rappelle même plus. OK? Je vais juste refaire un parallèle à cet égard-là. La Coalition Avenir Québec avait déposé un projet de loi avant l'ancienne législature pour justement abolir le serment du roi. Le Parti libéral n'avait pas appuyé, donc c'était déjà dans la volonté du gouvernement de revenir. Ce que je trouve dommage par rapport aux 3 candidats, les 3 députés du Parti québécois, c'est qu'il aurait pu quand même le faire pour une dernière fois. Pascal Bérubé l'avait déjà fait 5 fois, pour venir participer au vote pour l'abolir. Moi, tant qu'à moi, tu dis, regarde, on le fait. Pour l'ensemble des députés, venez donc contribuer pour la dernière fois. C'est que là, ils sont restés dehors, ils ont fait faire le travail par les autres, même si ça a été adopté en 12 minutes. Là. Ça n'a vraiment pas été fait. C'est un peu ça que je leur reproche. Puis dans 6 mois, on n'en parlera même plus. Monsieur Bernard, merci. Bonne année à vous. Et puis, on se revoit quelque part en février prochain, là, ou plus tard en mars. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.